Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je reconnais les lignes que vous avez utilisées. Vous avez dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, puisque j'en suis un petit peu l'auteur. Oui. Mais parfois, à l'entendre par quelqu'un d'autre, on se pose des questions, on se dit tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Merci de cette invitation. Je suis ravi de venir vous parler un petit peu à la fois de mon expérience personnelle concernant la méditation et puis de ce que, avec d'autres, nous essayons de mettre en place pour la faire rentrer dans le monde du soin et puis dans d'autres domaines où elle peut apporter quelque chose. Moi, je suis médecin, rhumatologue, je travaille en libéral, à l'hôpital et à l'université. J'ai appris, j'ai pratiqué, étudié la méditation dans différentes traditions depuis une vingtaine d'années. Ça a profondément transformé ma vie, à la fois sur le plan personnel, mais aussi dans mon activité professionnelle. Et c'est voilà, sur cette base que je peux en dire un petit peu quelque chose avec la maigre expérience que j'ai accumulée. Alors je vais vous parler de méditation de façon générale, assez brièvement, et puis d'inscrire, puisque c'est le sujet du thème ce soir, la place que la méditation peut avoir dans le monde du soin. Et on peut se demander quel est le lien entre la méditation et le soin et la médecine. Et puis on peut se poser des questions par rapport à l'explosion aujourd'hui de la méditation, de la pleine conscience. Quelqu'un en arrivant m'a dit c'est la pleine conscience ce soir, mais on en entend parler partout. C'est vrai, avec des bonnes choses, des choses peut-être un petit peu moins bonnes, mais c'est bien d'avoir un certain nombre de définitions, de savoir d'où ça vient, quel est l'historique, comment est-ce que ça peut s'inscrire aujourd'hui dans un certain nombre de choses qui peuvent présenter un intérêt pour nous. Il y a un lien avec le bouddhisme, et puis pour aborder cela tout de suite, il y a dans le cadre du bouddhisme des aspects qui sont profondément universels et qui ne sont pas à considérer comme religieux, et dont sont issues un certain nombre de connaissances qu'on a aujourd'hui sur la méditation et son usage dans le soin, en particulier le fonctionnement de certains éléments du fonctionnement de l'attention, de la conscience, de l'esprit, et à ce titre, c'est profondément universel. La médecine et la méditation, je vais en parler principalement dans le cadre de la méditation de pleine conscience, en vous disant qu'il existe de très nombreuses sortes de méditation, qu'on médite dans toutes les traditions, dans toutes les régions du monde, à toutes les époques. Les femmes et les hommes ont médité. Il y a un certain nombre de ces traditions qui sont plus vivantes et plus nourries que d'autres, mais on le retrouve dans toutes les traditions. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de la méditation de pleine conscience parce que, comme vous allez le voir dans l'irruption que font les méditations aujourd'hui dans notre vie moderne, elle a une filiation particulière qu'il est intéressant de regarder en lien avec la médecine. D'abord, ne serait-ce que l'aspect étymologique, une des racines du mot méditation, médere, est commune à la médecine, à la méditation. Ça correspond à l'aspect du soin, de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Et quand on dit prendre soin de soi, c'est une idée de bienveillance à l'égard de soi-même, qui permet de correctement prendre soin des autres. Et puis il y a aussi une notion de la mesure interne correcte de toute chose, de l'expérience, de ce qu'on vit. Alors en médecine, pour ceux d'entre vous qui sont en lien avec des professions de santé, on parle d'homéostasie. Évidemment, c'est un terme qui concerne l'équilibre intérieur et extérieur de chacun d'entre nous, à restaurer par l'homéostasie. En ce qui concerne la méditation, cette mesure est une idée qui correspond à la perception de l'expérience que l'on a dans un instant. Et vous allez voir que ça va pouvoir se clarifier un petit peu au fur et à mesure de mon propos. Ce dont est fait notre expérience dans chaque instant, elle est faite de perception, de sensations, de pensées, d'émotions. Et on peut avoir une certaine relation avec soi-même et une certaine expérience vécue de cela
qui est variable. Une des façons de parler de la méditation, peut-être ça va vous surprendre, c'est de parler de ça comme une science de l'expérience vécue. Et vous allez voir, ça va se clarifier un petit peu plus, j'espère, au fur et à mesure de mon propos. Alors je vous disais que la méditation dans le monde du soin existe depuis longtemps. La médecine d'Hippocrate, qui est une des bases du développement de la médecine scientifique occidentale, existait au IVe siècle avant Jésus-Christ chez les Grecs, conjointement à ce qu'on appelle la médecine d'Esculape, l'une étant plus orientée vers la composante de mesure, dont on parlait avant, et l'autre plus orientée vers ce qui comportait dans de véritables cliniques des termes, des massages, de la méditation et tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être, mais qui est la façon de pouvoir équilibrer sa vie dans ses pratiques quotidiennes. Alors, chez les Grecs déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, et puis un petit peu plus tard dans l'histoire, une autre région, les thérapeutes d'Alexandrie, qui étaient un groupe de médecins au 1er siècle après Jésus-Christ, qui ont aussi développé une approche du soin et de la médecine qui comportait une part importante avec la méditation, à la fois en tant que soignant, en tant que médecin, et aussi proposée pour le patient. Donc vous voyez qu'il y a à des époques diverses la méditation qui existait déjà dans le monde du soin, en Occident également, pas seulement avec cette nouveauté issue du bouddhisme, qui finalement n'est pas si nouveau et rattaché aussi à notre culture. Je vais vous parler un petit peu de Jon Kabat-Zinn parce qu'on lui doit beaucoup sur le développement scientifique de la méditation chez nous en Occident au cours des 40 dernières années. C'est quelqu'un qui est professeur de médecine, qui est de formation biologiste en biologie moléculaire et qui a développé depuis une quarantaine d'années un programme qui était évoqué, le programme MBSR, dont je vais vous parler plus précisément, qui est une des approches, parmi d'autres, de proposition de la méditation qui a l'avantage d'être suffisamment codifiée pour avoir permis des études qui ont été le début de la validation d'un certain nombre des bienfaits que l'on peut attendre de la méditation. Et ce programme s'est développé aux États-Unis et s'est développé après dans le reste du monde avec une idée intéressante aussi et une construction d'organisation de ce programme qui est particulière, qui est fondée sur l'idée qu'on a tous des ressources, des capacités pour développer un certain nombre de choses, de nos aptitudes, même quand on est malade, même quand on a des problèmes de santé. Voilà, juste pour évoquer certains ouvrages de Jon Kabat-Zinn, mais vous trouvez ça assez facilement. On parlait d'un programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program, donc un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Je mets un petit peu une insistance sur ce programme, non pas parce que c'est le seul, mais parce que c'est dans le cadre médical, en tous les cas, une approche qui, du fait de sa codification, du fait de sa construction d'ensemble, a permis non seulement de faire des études, mais aussi de proposer à des gens dont la seule problématique et la seule motivation, c'est d'essayer de faire face à leurs souffrances, leurs douleurs, dans un cadre de problèmes de santé, à proposer sans aucune autre préparation particulière, sans aucune autre aptitude, ni intellectuelle, ni de connaissance, ni physique, d'aller démarrer quelque chose avec la méditation et de voir si ça leur apportait. C'est un programme qui est relativement court, il est sur 8 séances avec une séance initiale préalable d'information et puis une journée entière à un moment du programme. 8 séances qui durent 2 heures, 2 heures et demie et qui permettent à quiconque de démarrer un petit peu quelque chose avec une construction sur l'ensemble qui est une progression pédagogique. Il y a aujourd'hui de très nombreuses, je dirais, portes d'entrée, invitations à découvrir la méditation avec les ouvrages, avec les programmes disponibles sur Internet, avec la possibilité de télécharger des méditations. Et je parle volontairement de portes d'entrée parce que ce sont ces programmes-là des formidables occasions de découvrir, mais très vite, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont essayé ces applications sur les smartphones ou des enregistrements qu'on trouve sur les CD qui accompagnent de très bons livres. Très vite, on se rend compte que
après cette découverte initiale, pour progresser, il faut plus que ça. Et plus que ça peut être par exemple ce programme qui a une construction pédagogique progressive, qui est volontairement construit sur des propositions en groupe. Dans le cadre du soin, c'est intéressant, et qui est conçu comme une proposition d'apprentissage et d'entraînement. Parce que la méditation, pour pouvoir apporter quelque chose, nécessite de l'apprentissage. Il s'agit de développer des aptitudes qu'on a tous, comme ça a été dit dans l'introduction, et de développer ces aptitudes avec un certain entraînement. Alors ça commence par un entraînement de l'attention, mais ce n'est pas uniquement ça, ce n'est pas juste se concentrer sur l'instant, mais c'est développer son attention avec un certain nombre de particularités pour être capable d'être petit à petit plus lucide sur son expérience vécue. Ça demande une certaine pédagogie pour le découvrir, pour progresser, et un accompagnement par des gens qui sont également correctement formés pour le faire. C'est quelque chose qu'on évoquera peut-être après, mais vous voyez, ça peut concerner absolument tout le monde, puisque ce programme a démarré dans le cadre d'hôpitaux de soins où il y avait des pathologies très diverses. Ce n'est pas une approche dans le monde du soin qui est spécifique d'une problématique, car ça concerne plus la façon de vivre ce qu'on est en train de vivre qu'une intention de traiter tel ou tel symptôme de telle ou telle maladie, même si occasionnellement ça peut être le cas, d'aider pour des problèmes de douleur évidemment, d'aider pour des problèmes d'insomnie par exemple, d'aider pour des problèmes d'addiction diverses. Et on reverra les champs d'application possibles de façon plus détaillée. On a souvent l'idée que la méditation, c'est comme une sorte de relaxation. Ce n'est pas le cas. C'est pas ce qui est recherché, il n'y a pas de but. La relaxation est une approche qui a des applications thérapeutiques qui peuvent être très aidantes, mais en tous les cas, ce n'est pas le cas pour la méditation. On peut rencontrer de la détente, on peut rencontrer des tensions, mais ce n'est pas ce qui est recherché. On se rend compte que la méditation, quand on regarde d'un point de vue général, ou l'approche de pleine conscience, n'est pas vraiment une thérapie en soi. C'est paradoxal parce que je viens vous parler de ça dans un cadre de soins et d'application, mais que ça a vraiment des vertus thérapeutiques importantes. Alors, ce qui concerne la démarche spirituelle, bien sûr, tout un chacun, on peut s'intéresser, s'orienter pour une démarche spirituelle, qu'elle soit dans un cadre religieux ou non religieux, bonsoir, et qu'elle soit dans un cadre qui n'a rien à voir avec les approches du bouddhisme. Les approches proposées par la méditation de pleine conscience ne sont pas rattachées à un système de croyance quelconque. Elles ne sont pas incompatibles, évidemment, avec une volonté de développement spirituel, mais en tous les cas, dans ce cadre du soin, c'est absolument pas ce qui est proposé, c'est pas non plus ce qui est indiqué. Alors, le yoga est une discipline très intéressante qui comporte beaucoup de dimensions. Cette illustration n'est pas du tout pour critiquer le yoga, pour lequel j'ai une grande estime, mais dans le programme en question, on fait des mouvements issus du yoga, qui sont des mouvements en pleine conscience, qui permettent de développer cette qualité de présence attentive, et ils sont effectivement issus du yoga. Le terme de médecine alternative est en train de tomber un peu en désuétude, heureusement, grâce au développement de l'intérêt pour la médecine intégrative et des approches de thérapie complémentaires. Et en tous les cas, quand on parle d'un programme de méditation, c'est certainement pas à titre d'une alternative aux autres traitements. On ne peut pas soigner avec la méditation un infarctus, un diabète, une infection bactérienne, un cancer. On peut faire avec la méditation une intervention de prévention et de soins de santé publique, oui, certainement, mais on peut accompagner des maladies graves, certainement aussi, mais en complément de ce qui est fait à titre de traitement, et c'est bien d'être clair là-dessus. Donc ce n'est pas de la médecine alternative, ça peut être éventuellement un complément, de la médecine complémentaire. Et puis il y a quelque chose de profondément paradoxal avec la méditation, en particulier dans le cadre du soin, mais vous verrez quand on s'intéresse à d'autres registres, c'est vrai aussi. L'idée que
ne cherche pas d'objectif. On allait me dire, quand on a mal, et qu'on vient parce qu'on a mal, par exemple, évidemment, on a un objectif qui est d'essayer d'avoir moins mal, ou de moins souffrir. Le paradoxe réside en cela que plus on est préoccupé par cet objectif à atteindre, moins on a de chances de l'atteindre. Et plus on arrive à se détacher, à lâcher prise sur cet objectif, et plus, en fait, on arrive à l'atteindre. Et c'est dans ce paradoxe qui n'est pas simple à résoudre, hein, que réside une possibilité d'évolution. Alors, si on devait donner une définition de la pleine conscience en prenant celle proposée par Jon Kabat-Zinn, sachant que dans les traditions méditatives, la pleine conscience est un domaine très vaste qui est au cœur de toutes les pratiques de méditation, on peut parler de la conscience qui émerge lorsque l'on porte son attention de façon volontaire sur ce dont on fait l'expérience dans un instant, sans jugement, en maintenant ça instant après instant. C'est très facile à dire, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous y prêter. Oui, qui d'entre vous, si vous voulez lever le doigt, a déjà essayé un peu, moyennement, beaucoup? Ok, merci. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont des pratiquants réguliers de méditation ou de pleine conscience ou d'autres choses, réguliers, disons, 1 ou 2 fois par semaine depuis plus de 2 ans? D'accord, d'accord. Depuis plus d'1 an? Ok. Donc, vous avez dû vous rendre compte que c'est pas si facile, hein, de porter son attention sur ce dont on fait l'expérience. Alors, une des définitions qu'on peut donner, et puis on peut en donner beaucoup, de la méditation, et que j'aime bien en tant que scientifique et en tant que professionnel de santé, c'est de dire que c'est une science intérieure de l'expérience vécue. Ce qui est proposé avec la pratique de la méditation, c'est pas juste de se concentrer ou d'être zen, ou c'est paradoxal, hein, le zen aussi, c'est très abrupt comme pédagogie d'approche de la méditation, et puis nous on considère que c'est la zénitude, c'est le truc léger, facile pour tout le monde, mais c'est pas ça, c'est de développer la capacité à faire l'expérience de ce qui est tel que c'est. Et si c'est quelque chose d'agréable, bah c'est agréable. Et si c'est quelque chose de désagréable, eh bien c'est désagréable. Et pas de transformer du désagréable en agréable, ou de faire comme si le désagréable n'existait pas, ou de tout faire comme on a l'habitude naturellement de le faire, de le repousser le plus possible. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait avec l'agréable en général? On essaye de le garder, on essaye d'en avoir plus, on essaye de le reproduire. C'est parfois source de beaucoup de souffrance aussi. Et ces réactions dans les deux sens sont source de souffrance. Et ce qui est proposé au travers de la pratique de la méditation, c'est de développer cette capacité d'être un petit peu plus lucide, un petit peu plus de discernement sur ce qu'on est en train de vivre, et de diminuer en quelque sorte les automatismes qui sont existants pour chacun d'entre nous, puisqu'ils sont issus de notre éducation, de notre système culturel, de nos expériences de vie, qui ont imprimé un certain nombre d'automatismes. Ces automatismes, parfois, ils sont parfaitement adaptés aux circonstances et à nos vies, et on en a bien besoin pour pouvoir vivre. Dans d'autres moments, ce sont des mécanismes qui ne sont pas adaptés à ce qui se passe, à ce qu'on est en train de vivre. Et cette inadaptation par rapport à ce qu'on est en train de vivre, c'est source du stress, hein. C'est ça le stress. C'est lorsque nos capacités d'adaptation à ce qu'on est en train de vivre sont trop importantes, lorsqu'elles sont dépassées, lorsque nos capacités à faire face sont dépassées. Et donc, on peut voir la méditation, et la méditation de pleine conscience, et ces approches-là comme cet aspect assez universel. La composante importante aussi, c'est celle de non-jugement, de sans-jugement, compris au sens très très large. Pas juste le jugement j'aime, j'aime pas, c'est beau, c'est pas beau, ça vaut quelque chose, ça vaut pas quelque chose, mais aussi toutes les composantes plus subtiles, couches successives de jugement, qui commencent par la quantité innombrable de jugements qu'on porte sur nous-mêmes. Est-ce que ça vous arrive de vous traiter de petits noms d'oiseaux ou autres?
À longueur de journée, peut-être. Hein, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et bien, c'est des automatismes de jugement. Et parfois, on se juge soi-même d'une façon qu'on accepterait de peu de monde. Et on fait ça de façon assez automatique. Quand je vous parlais au début de développer une sorte de bienveillance à l'égard de soi-même, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est de mettre de côté ces jugements de « je ne suis pas capable, je ne suis pas bon, je ne suis pas à la hauteur », etc., etc., qu'on fait tous, notre système narratif. Donc ça aussi, c'est une composante de jugement. Et ensuite, tous les jugements qui viennent colorer notre vécu. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de vivre un moment très agréable ? Allez, un beau coucher de soleil ou un beau lever de soleil, ou en train d'écouter une musique que vous aimez, ou de partager quelque chose d'agréable à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe immédiatement ? On fait un commentaire. Se sent bien, oui, mais qu'est-ce qui se passe en général la plupart du temps ? Quand on est vraiment dedans, oui, ça c'est bien, mais la plupart du temps, parce que vous êtes en train de parler de commencer quand je suis en pleine conscience, mais moi je vous demande de commencer quand on est en pleine distraction. La plupart du temps, on commence à faire un commentaire. « Waouh, comme il est beau ce coucher de soleil » ou « Qu'est-ce qu'il est bon ce vin » ou « Qu'est-ce que j'aime cette musique » et on se met immédiatement à distance de l'expérience. Celle dont vous parliez, hein, celle où il y a cette sensation de plénitude, d'être vraiment dans l'instant. Mais celle-là, elle est dépourvue de commentaires. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est la différence entre les deux. Et aussitôt qu'on commence à commenter, on perd cette sensation de plénitude et on est dans une composante narrative et on est dans une composante de jugement. Ce qu'on essaye de développer avec la pratique de la méditation, de la pleine conscience, c'est de suspendre ce jugement. Alors heureusement, on a plein de jugements tout le temps dans la vie et ça nous rend d'énormes services. Hein. Nos capacités à juger, à analyser, à comparer, à raisonner, à anticiper, elles nous rendent de grands services. On serait complètement perdu si on ne les avait pas. Il ne s'agit pas de ne pas juger, il s'agit de se rendre compte quand on juge et à quel point ça modifie, ça transforme l'expérience. Et quand on va parler tout à l'heure de douleur, vous allez voir que ça a un rôle important. Donc tout ça concerne, encore une fois, des choses très universelles, l'attention, la conscience et ce qu'on appelle nos cognitions. Alors dans ces approches méditation de pleine conscience, puis je l'ai déjà un petit peu décliné, on essaye aussi de développer certaines attitudes fondamentales. Je vous disais la bienveillance, le non-jugement. Ce qui correspond à l'esprit du débutant, c'est cette capacité que nous avons tous à nous émerveiller des choses les plus simples de la vie quotidienne et qu'on peut perdre, embrumé que l'on peut être par des préoccupations d'autre chose ou en permanence préoccupé par ce qu'on va devoir faire ou ce qu'il va falloir résoudre. Mais l'émerveillement, il peut venir de ce que on peut se mettre dans une posture de débutant, s'imaginer et se dire c'est la première fois que je vis ça, c'est la première fois que je vois ça, s'émerveiller à la fois pour ce qu'on voit, mais aussi pour la merveille d'être vivant, tout simplement, et tout ce qui fonctionne de façon harmonieuse en nous. La confiance en son intuition et en développant les ressentis, les sensations dans le corps, qui est une composante importante de la pratique. Une petite parenthèse, la méditation est souvent vue comme un entraînement de l'esprit, et c'est un terme qu'on emploie souvent. C'est vrai, bien sûr, c'est un entraînement de l'esprit, mais pas séparé du corps. Les deux sont considérés comme intimement liés et c'est un entraînement qui implique le corps en permanence, qui commence par une conscience redéveloppée des sensations dans le corps. C'est la base de la pratique et c'est pour ça que la respiration est tellement utilisée. La respiration se retrouve dans beaucoup de pratiques issues des mêmes sources et qui permettent de se servir de la respiration un petit peu comme une encre, comme une façon de revenir aux sensations présentes dans le corps. Parce que la particularité des sensations, lorsqu'on y porte notre attention, c'est qu'elles nous obligent à être dans l'instant présent. On ne peut pas être dans des préoccupations du passé ou des anticipations sur le futur lorsqu'on est au contact de ces sensations. Donc c'est au travers de renforcement de contact avec ces sensations que se développe aussi naturellement l'intuition et la capacité qu'on peut avoir à plus faire confiance à notre intelligence intuitive, ces évidences qu'on a parfois sans explication, qui à côté de l'intelligence rationnelle peut jouer un grand rôle dans notre vie. Donc ça se développe aussi avec ça, les idées de non-effort, de lâcher prise, de laisser être,
on en a parlé un petit peu. L'acceptation, c'est aussi une attitude sur laquelle c'est intéressant de dire quelques mots, parce que parfois c'est considéré comme une sorte de passivité. Accepter, ça veut dire ne rien faire, et puis être complètement passif. En réalité, c'est juste le contraire qui est proposé, c'est d'accepter les choses comme elles sont, en évitant de faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire de les voir comme on a envie qu'elles soient. Et lorsqu'on accepte qu'elles sont vraiment ce qu'elles sont, et quand on parle de maladie ou de souffrance ou de douleur, par exemple, puisqu'on est dans le cadre du soin, mais c'est vrai en fait pour tous les registres de nos expériences, à partir de là, on peut agir non plus de façon automatique, mais de façon plus lucide, avec plus de discernement, plus de sagesse, pour pouvoir rentrer en action. Donc c'est très important cette composante d'acceptation des choses telles qu'elles sont, plutôt que de les voir de façon différente. Et puis il y a cette partie absolument fondamentale de la pleine conscience, de la méditation, qui est illustrée par cet idéogramme en chinois qui est le mot pleine conscience en chinois, avec deux idéogrammes combinés, celui du bas qui est le cœur et celui du haut qui est l'instant présent. Et cette notion de cœur, d'amour, de bienveillance, elle est vraiment au centre de cette approche de méditation. Ça peut se traduire par de la bienveillance, de l'amour, de la compassion. L'amour dans le monde du soin, c'est quelque chose qui est presque tabou, mais pourtant c'est la base de tout ce qui nous motive pour essayer d'accompagner, d'aider les gens qui souffrent, et ça devrait être une composante importante. Et donc elle fait partie intégrante de la méditation de pleine conscience et de ces programmes qui sont proposés. Parfois, il y a des programmes qui insistent plus spécifiquement sur cette composante. On voit se développer des programmes de compassion ou d'autocompassion qui proposent d'insister là-dessus. Mais dans le programme MBSR, par exemple, c'est quelque chose qui est présent dès le début, tout au long du programme, avec des développements particuliers aussi qui se font sur cette dimension-là. Je vais vous parler de travaux de recherche sur la pleine conscience. Le terme anglais, c'est mindfulness. Le terme pleine conscience, peut-être dire deux mots là-dessus, c'est un terme qui est utilisé par tout le monde maintenant, mais qui est pas très juste. Hein. Historiquement, il y a un terme en pali, sati, et puis qui a eu une traduction en anglais, qui est mindfulness. Mindfulness, c'est plutôt... moi, si je devais le traduire, c'est plutôt quelque chose qui parle de présence attentive, de qualité de présence attentive. Parce que pleine et conscience, pleine, il n'y a rien de plein. Hein. Le full de mindfulness, c'est pas du FU2L. Il n'y a rien de plein dans la traduction du mot anglais mindfulness. Et c'est vraiment de cette qualité d'attention, de présence, qu'il s'agit, avec un certain nombre de choses qu'on peut dire sur l'attention. L'inverse de l'attention, c'est la distraction. L'attention, la plupart du temps, cette qualité-là, elle n'a pas été entraînée, développée, ni à l'école, ni à l'université, ni dans la vie quotidienne. C'est plutôt l'inverse. Fondamentalement, en tant qu'être humain, on a de formidables capacités de distraction. Elles nous ont permis à vivre aujourd'hui, à être les descendants au cours de l'évolution d'ancêtres qui étaient bien contents d'être susceptibles de se laisser distraire par le moindre danger pour pouvoir survivre. Donc c'est une capacité fondamentale qu'on a, cette capacité à se laisser distraire, bien sûr. Mais ce qui est du registre de l'évolution des espèces et puis de la nécessité pour la survie de l'espèce n'a rien à voir avec le bien-être individuel. Et nous, on est en quelque sorte les héritiers de ce fonctionnement de base qui est lorsqu'il y a trop de distracteurs, de stimulations susceptibles d'entraîner cette capacité à se laisser distraire pour de très bonnes raisons évolutives, fait de nous des gens qui sommes en permanence à chercher à se distraire, à se laisser distraire. Et regardez comment est faite notre société moderne. Les rythmes
ils sont extrêmement accélérés, les rythmes des médias, des radios, des télés, du cinéma, les stimulations auxquelles nous sommes soumis, que ce soit en se promenant dans la rue, en voyant les différentes stimulations visuelles avec toutes les publicités, à entendre tous les bruits, sans parler de tous les objets digitaux qui nous envoient des notifications, des alertes à des rythmes de plus en plus saccadés et qui font de nous des gens extrêmement habitués à être distraits. Nous sommes devenus des experts de la distraction. Et là, ce qu'on essaye d'entraîner avec la pratique de la méditation, de la pleine conscience, c'est à l'inverse la capacité de stabiliser notre attention, de la laisser se poser de façon continue, sans se laisser distraire, sur un objet choisi, sur des sons, sur la respiration, sur des sensations. Et donc il y a, ne serait-ce que dans la perspective d'un équilibre sain par rapport à ces excès de distracteurs, ne serait-ce que pour ça, une nécessité de trouver quelque chose pour calmer le jeu en termes d'attention. Donc c'est une composante très importante, le développement de l'attention. Donc le terme mindfulness, pleine conscience, ne parle pas vraiment de ça. Et on préfère parler peut-être de présence attentive ou de qualité de présence attentive. Et puis, dans pleine conscience, il y a aussi la conscience. On peut trouver plein de définitions de la conscience. On confond souvent la vigilance et la conscience, le fait d'être plus ou moins réveillé. Enfin bon, il y a des tas de registres et de cadres nosologiques qui viennent compliquer un petit peu les choses. Mais voilà, c'est le terme qu'on emploie maintenant tout le temps, et puis on peut faire de la pleine conscience dans un bar de pleine conscience, chez un coiffeur de pleine conscience, etc., etc. Donc il y a un glissement qui se fait avec la popularisation, avec des choses qui sont très positives et puis d'autres qui sont peut-être moins. Je vais revenir sur les aspects scientifiques pour vous parler un petit peu de quelques éclairages. J'ai choisi quelques éléments que je trouve marquants pour éclairer les informations qu'on reçoit maintenant sur l'intérêt de la méditation, de la pleine conscience, puisque c'est elle qui a fait le plus l'objet des études. Il y a une quantité croissante d'études, presque exponentielle, depuis les années 80, illustrées par ce schéma. Vous voyez quelque chose dans la... Ne croyez pas que c'est fait pour être sur fond noir. Le fond gris sur fond noir, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est une improvisation du moment et c'est... alors ça a plein de charme, mais en même temps, difficile de distinguer certaines choses. Je suis désolé pour ça, elle aurait mieux fait d'être jaune. Alors, une des notions qui est assez récente, qui se trouve dans plein de domaines, bien sûr, pas que concernant la méditation, mais où la méditation a pu faire la preuve de son efficacité, c'est la neuroplasticité. Le fait que la structure de notre cerveau, le cerveau est une concentration de matière probablement la plus complexe de tout l'univers en termes de fonctionnement. Et on est très loin d'en comprendre la totalité, mais il y a dans ce fonctionnement du cerveau un certain nombre de choses qu'on a découvert récemment, jusqu'à une trentaine d'années. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, il y avait un dogme qui était que le cerveau, ça ne bougeait plus. Il y avait un certain nombre de cellules qui étaient dans le cerveau, et puis que ça ne changeait plus à partir du moment où on avait atteint l'âge d'adolescent ou de jeune adulte. Et on a découvert, il n'y a pas tellement longtemps, que des modifications pouvaient se faire au niveau du cerveau sous l'influence de plein de choses, on va voir quoi. Des modifications à la fois de fonctionnement, la façon dont les différentes zones du cerveau s'organisent entre elles et peuvent se réorganiser, et puis aussi en termes, et là c'est encore plus impressionnant, de structure, certaines composantes matérielles du cerveau qui peuvent évoluer, qui peuvent augmenter de taille ou qui peuvent diminuer de taille sous l'effet d'apprentissage, de pratique, que ce soit d'un instrument de musique, ou les premières découvertes ont été faites sur les chauffeurs de taxi londoniens qui, avant l'existence des GPS, qui ne datent pas d'il y a si longtemps, devaient apprendre par cœur toutes les rues de Londres, et chez qui on a mis en évidence des zones du cerveau qui augmentaient de taille au fur et à mesure de cet entraînement. Donc ce n'est pas spécifique à la méditation, simplement c'est intéressant de voir qu'avec la méditation, on a pu mettre en évidence des différences notables entre
ce qui correspond au fonctionnement de base qu'on retrouve presque chez tout le monde, et puis ce qui peut se retrouver lorsqu'on pratique la méditation, parfois sur des temps déjà relativement courts. Alors on a découvert par exemple ce qu'on appelle le réseau par défaut, qui est une organisation en réseau de certaines zones du cerveau qui s'allument, qui s'activent dans une circonstance où on demande aux gens de ne rien faire. On leur propose d'aller dans une IRM fonctionnelle, qui est une machine qui permet de visualiser les différentes zones qui s'activent, et puis de faire un film de ça, pas juste une photo, mais un film. Et puis qu'on met quelqu'un, vous par exemple, ou quelqu'un volontaire dans cette IRM fonctionnelle, et on lui demande simplement de ne rien faire, d'être là, et puis d'attendre. Et on voit que contrairement à ce qu'on s'attendrait, qu'il ne se passe rien dans le cerveau, et bien en fait il y a une intense activité cérébrale. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est là à ne rien faire? Eh bien, on raconte. On raconte un tas de choses. Et vous savez quel est le sujet sur lequel on raconte le plus de choses? C'est moi. Je parle de moi en général, quasiment tout le temps. Ce que j'aime pas, ce qui m'est arrivé avant, ce qui m'est arrivé après, ce qui va m'arriver ensuite. Moi, tout le temps. Et on fait ça à un niveau d'intensité plus ou moins fort. Et c'est ce qu'on appelle le réseau par défaut parce que quand on n'est pas en train de faire quelque chose de particulier, celui-ci fonctionne de façon importante. Et peut-être lorsque vous avez essayé de méditer pour la première fois, vous vous êtes rendu compte que se poser, fermer les yeux et ne rien faire fait découvrir qu'il y a cette radio-là qui est là tout le temps, cette petite radio passionnante ou terrorisante, mais peu importe, dans tous les cas, elle est là. Vous en rendez compte peut-être aussi quand vous essayez de vous endormir et que vous n'y arrivez pas. Hein, c'est la même petite radio qui se met comme ça, ou quand on broie des idées noires, hein, quand on est, parce qu'on peut tous être confrontés à des périodes comme ça, avec ce qu'on appelle des ruminations, bien c'est ce réseau par défaut qui fonctionne de façon excessive, mais il existe chez tout le monde, de façon plus ou moins importante. Et bien quand on met des gens qui méditent, ne serait-ce qu'après un programme de 8 semaines, donc un début de découverte de quelque chose, d'apprentissage et d'entraînement, on se rend compte que ce réseau par défaut est considérablement modifié. Il est bien moins intense, il est bien moins prégnant, et puis les zones concernées, qui ont chacune des spécificités, on ne va pas rentrer dans ces considérations, sont plus les mêmes. Celles qui sont en lien avec le traitement des émotions, de la peur par exemple, ou de la façon de réfléchir et de réagir émotionnellement. Tout ça qu'on commence un tout petit peu, on balbutie, à cartographier, est transformé par cette pratique de la méditation. Les gens qu'on compare sont des gens à qui on donne la même instruction. On ne leur dit pas de méditer dans l'IRM, on leur dit de rien faire. Mettez-vous là et ne faites rien. Et ce n'est pas du tout le même réseau. Et on comprend aisément que ce vagabondage, ce réseau par défaut, il constitue dans notre vie quotidienne comme une espèce de bruit de fond permanent dont on n'a pas conscience, on s'en rend compte seulement quand on s'arrête, mais dans l'action, dans la vie quotidienne, c'est pas qu'il est absent, il est là exactement de la même façon. Et ce bruit de fond, on peut comprendre aisément qu'il vient masquer les informations intéressantes qui arrivent à chaque instant. Et donc, si ce bruit de fond diminue, on commence à avoir plus de lucidité, plus de discernement sur les informations de ce qui est en train de se passer. Et ça fait un lien avec ce que je vous disais avant sur le fait d'essayer de développer la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que les constructions qu'on fait. Et on peut manquer toutes ces informations simplement parce qu'il y a trop ce bruit de fond. Donc les pratiques d'apprentissage et d'entraînement que l'on développe souvent dans des pratiques formelles, où on s'isole, on se met de côté, on prend un temps pour soi, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, et puis on donne l'impression de s'isoler, sont parfois considérés comme si c'était des temps de ressourcement, comme si on partait un petit peu des mini-vacances, et puis ensuite on va retourner dans le fracas du monde et de notre vie quotidienne et poursuivre tout de façon identique pour très vite, dès que possible, retourner se ressourcer, etc. En fait, c'est pas ça. L'idée de la pratique méditative est d'instaurer un autre mode de fonctionnement par défaut, un autre mode de fonctionnement de base, un amoindrissement de ce brouhaha, de ce bruit de fond, et une capacité à être plus lucide, à avoir plus de discernement dans la vie quotidienne. Et donc c'est cet entraînement qui semble être fait juste pour s'isoler, qui a tout son intérêt lorsqu'il se déploie, se distille dans la vie quotidienne, parce qu'on se dit, tiens, maintenant,
j'ai un problème, ou je suis stressé, ou il se passe là, oh, je vais respirer et puis les choses vont s'arranger. Ça marche généralement pas trop efficacement quand les choses sont fortes, mais simplement parce que c'est installé au travers de cet entraînement qui, pour avoir plus d'effet, nécessite d'être un entraînement régulier et prolongé, un autre mode de fonctionnement dans la vie quotidienne. Oui, ça vous parle un petit peu. Alors, il y a des articles qui sont parus, un bel article de vulgarisation sur ce réseau par défaut dans le journal Pour la Science, avec un article écrit par Mathieu Ricard, que vous connaissez certainement, et Antoine Lutz, qui est un grand chercheur de neurosciences. Voilà une illustration de Mathieu Ricard que vous reconnaissez là, malgré le casque et puis le caractère sombre de l'image, qui s'est prêté à énormément d'études scientifiques. Et beaucoup de choses ont été découvertes. Voilà une illustration de ce qu'on peut découvrir quand on compare le fonctionnement de certaines zones du cerveau. Là, c'est le cortex préfrontal gauche qui joue un rôle dans le traitement des émotions et des situations de vie un petit peu agressives, et où on voit qu'il y a une répartition qui correspond à une courbe de Gauss. Hein. Alors, est-ce que je vais arriver? Non. Bon, une répartition correspondant à cette partie de la courbe chez une population normale, en regardant si c'est plus à droite ou plus à gauche, sachant que pour cette fonction cognitive-là, les émotions positives sont plus du côté gauche et les émotions négatives sont plus du côté droit. Et puis le traitement des émotions aussi, le fait d'aller vers ou de s'éloigner d'eux, etc. Et que vous voyez, il y a une répartition à peu près homogène dans la population normale. Et quand on mesure les mêmes choses chez quelqu'un comme Mathieu Ricard, on trouve qu'on est loin à gauche, avec une prédominance du fonctionnement dans le cortex préfrontal gauche qui est bien plus importante, le fruit de l'entraînement de dizaines de milliers d'heures de pratique de méditation, comme on retrouve ça chez d'autres personnes qui s'entraînent, ou vous aussi, si vous vous entraînez, probablement, on trouvera cet effet-là. Alors c'est une illustration de ça. Une autre illustration de ça concernait une petite étude qui a été faite sur des femmes stressées chroniques dans une entreprise de biotechnologie aux États-Unis, qui se sont vues proposer ce programme MBSR dont je vous parlais, avec un groupe de comparaison qui était en attente de suivre le même programme, chez qui on a mesuré aussi ces répartitions entre le cortex préfrontal gauche et droit. Et vous voyez, par rapport au contrôle, lorsque on regarde sur des échelles d'anxiété, l'évolution avant et après le programme qui a été suivi, on voit un effet sur les aires corticales dont je vous ai parlé. Et puis, ils sont intéressés aussi dans cette étude à l'effet sur l'immunité, un autre domaine dans lequel la méditation semble avoir un intérêt. On a besoin de beaucoup d'autres études encore pour pouvoir corroborer, comprendre qu'est-ce qui fonctionne, dans quelle situation. Mais le lien entre la méditation et les défenses immunitaires est par exemple illustré de façon assez intéressante dans cette étude où les gens qui ont suivi le programme MBSR et ceux qui ont été une population de contrôle ont eu un vaccin contre la grippe avec des mesures comparées du taux d'anticorps produit à la suite de ce vaccin. Il y avait une nette augmentation du nombre d'anticorps chez les gens qui avaient suivi le programme de méditation, avec une corrélation entre ce qui est retrouvé au niveau du cortex préfrontal et puis des zones immunitaires. Bon, c'est un exemple. Hein. Donc, effet sur la plasticité cérébrale, effet sur les défenses immunitaires. Voilà deux exemples que j'ai donnés comme ça, qui sont issus d'études plutôt on va dire, de sciences fondamentales. Hein, ce n'est pas des études appliquées à la clinique ou pour des maladies données dont on pourrait tout de suite tirer une conclusion hâtive en disant « c'est formidable, la méditation, ça soigne la grippe ». Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Hein. C'est plutôt le contraire. Mais c'est des indications qui donnent une orientation et qui méritent d'être traitées. Le grand mérite aussi de ces nouvelles technologies d'imagerie cérébrale, dont l'IRM fonctionnel fait partie, c'est d'avoir en quelque sorte, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, maintenant depuis une trentaine d'années, objectivé le champ de l'expérience intérieure.
quand je suis en train de penser quelque chose, ou d'avoir un type donné d'émotion, ou d'avoir une expérience donnée. Jusqu'à présent, on pouvait juste me croire. Les gens qui prient, les gens qui méditent, les gens qui vivent un moment d'émotion particulier à l'écoute d'une musique ou au spectacle d'un tableau, ils peuvent dire ce que ça leur fait, mais on n'a pas moyen d'objectiver ça. Et là, avec l'IRM fonctionnel, avec l'électroencéphalographie, avec d'autres techniques, on a commencé à pouvoir objectiver le champ de l'expérience intérieure et à faire des corrélations entre ce que les gens disent de leur expérience et puis ce qu'on trouve sur ces imageries. Donc cette objectivation de l'expérience intérieure a commencé à valider aussi ces approches dont la méditation fait partie. C'est vrai aussi pour d'autres domaines dans lesquels ça a apporté beaucoup. Un autre domaine dans lequel je trouve qu'il y a des choses marquantes qui viennent des sciences, c'est ce qui concerne la biologie du gène, qui est vraiment à un niveau très intime de notre être, de notre identité, les composantes de nos chromosomes. Et il y a une petite composante des chromosomes qui est le petit capuchon terminal des chromosomes qu'on appelle les télomères, qui a été découvert récemment, qui a fait l'objet d'un prix Nobel pour les 2 femmes qui l'ont découvert, et qui joue un rôle important chaque fois qu'une cellule se divise. Elle joue un rôle pour réparer les erreurs qui sont faites lors de ces divisions, et à chaque division, elles diminuent de taille, et elles sont devenues une véritable horloge de notre espérance de vie, une horloge biologique. On peut, avec la taille des télomères, avoir une mesure de notre espérance de vie, non compte tenu de ce qui peut nous arriver comme accident sur la route ou toutes les catastrophes autres qui peuvent nous arriver, mais ça donne un indice de notre espérance de vie biologique en tous les cas. Et le stress joue un rôle très important sur la taille de ces télomères. Le stress chronique diminue la taille de ces télomères, et pouvant diminuer jusqu'à plusieurs années d'espérance de vie au niveau de cette composante biologique. Et la méditation a fait la preuve de ralentir l'effet néfaste du stress à ce niveau des gènes, ce qui est assez impressionnant, moi je trouve, et qui fait l'objet d'études assez nombreuses. Alors, Elissa Epel et Elizabeth Blackburn sont les 2 femmes qui, en 2004, ont eu le prix Nobel de médecine pour la découverte des télomères. Elles ont continué leurs études à ce sujet. Il y a d'autres équipes qui ont travaillé aussi là-dessus, avec des entraînements intensifs de méditation sur 3 mois, de gens qui faisaient que ça. Donc ça, c'est vraiment des pratiques intensives. Il y a aussi des modifications significatives qui ont été trouvées. Et puis il y a un autre domaine, je vous parlais de plasticité cérébrale, de neuroplasticité. Là, je vais vous parler un petit peu de plasticité génétique. Jusqu'il y a peu, avant qu'on puisse comprendre la totalité du génome qu'on connaît maintenant, on pensait qu'en comprenant ce que faisaient tous les gènes, chaque gène faisant une protéine, on arriverait à comprendre beaucoup de choses. Et on s'est rendu compte en fait qu'on était loin du compte, parce qu'il y a un domaine qui est apparu à ce moment-là, qui n'était pas apparent avant, qui est celui de l'épigénétique, qui est celui du rôle joué par l'expression des gènes, pas juste l'existence d'un gène dans notre patrimoine, mais le fait qu'il soit exprimé ou pas exprimé. Et l'épigénétique est ce domaine récent qui concerne tous les éléments, les facteurs qui peuvent influencer l'expression des gènes. Et parmi ces facteurs, il y a des facteurs qui sont liés à notre façon de vivre. Notre alimentation joue un rôle sur l'épigénétique. Les pensées que nous avons jouent un rôle sur l'épigénétique. La méditation s'est révélée aussi avoir un rôle sur l'épigénétique. Alors, l'expression de certains gènes ont ainsi été étudiés dans des maladies, comme par exemple le cancer. Et il y a certains gènes qui favorisent plus l'apparition de cancer, là c'est le cancer de la prostate, et d'autres gènes qui au contraire ne jouent aucun rôle. Et l'expression de ces gènes peut être mesurée et l'influence de certains éléments là-dessus. Donc c'est comme ça qu'on a vu que dans le cancer de la prostate, il y avait certains gènes qui jouaient un rôle. Dans des maladies inflammatoires, où l'inflammation joue un rôle en fait dans beaucoup de maladies, le stress au niveau biologique se traduit par de l'inflammation. Et là aussi, il y a des gènes qui sont à l'origine des protéines
qui jouent un rôle dans ces mécanismes d'inflammation sur lesquels on a trouvé que la méditation pouvait avoir des effets. Alors on va quitter le domaine des sciences fondamentales, qui est un petit peu complexe, mais dont il est intéressant de voir ces éléments-là, parce que c'est peut-être les éléments pour lesquels il est le plus facile de faire un lien entre la méditation et puis les effets que ça peut avoir. Quand on rentre dans le champ des maladies, des symptômes, il y a tellement de facteurs combinés, il y a tellement de problèmes méthodologiques qui viennent se greffer que moi je pense qu'il faut considérer qu'on en est au début de la collection d'informations sur quels effets ça peut avoir, qu'il faut être assez humble à ce sujet. Mais enfin, sur la douleur, les études ont montré que ça avait de l'effet pour, en tous les cas, certaines pratiques de méditation, diminuer la douleur, étudiées dans différentes pathologies et puis avec des qualités méthodologiques variables aussi. Je vous les ai juste citées là-dessus sans insister dessus. Par contre, je vais insister un petit peu plus sur les mécanismes qu'on commence à découvrir par lesquels la méditation transforme le vécu qu'on a de la douleur. Vous savez que la douleur, c'est une information physiologique. C'est une information physiologique qui nous est très utile. On a besoin de savoir quand il y a quelque chose qui se passe au travers de la douleur. Ça nous informe et ça nous indique qu'il y a une nécessité d'adapter, de corriger, de modifier, d'arranger quelque chose qui ne va pas. Mais parfois, elle reste de façon chronique, qu'on ait ou pas reçu l'information, ou elle est trop importante. Cette information de base, elle a un certain niveau, si vous voulez. On a l'habitude, peut-être que vous avez eu malheureusement l'occasion d'être confronté à ça, d'évaluer le vécu de la douleur comme ça, avec des échelles d'évaluation douloureuse, ces échelles de 0 à 10, où on demande aux gens, mettez entre 0 et 10, si 0 c'est tout va bien, aucune douleur, et puis 10, la douleur maximale imaginable, où est-ce que vous situez votre impression d'avoir mal? C'est une échelle qu'on utilise souvent. C'est un petit peu pour utiliser cette échelle et une métaphore en lien avec ça, comme si l'information de base, l'influx nociceptif, l'information physiologique qui doit nous informer de la douleur, elle était à 3, et puis que, dans cet exemple que je prends, avec les idées qu'on se fait, avec les émotions qu'on développe, les idées qu'on se fait, c'est j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que c'est? Ça dure depuis plusieurs jours. La dernière fois que j'avais mal à la tête, ça avait duré 10 jours. Ça va de nouveau durer 10 jours. Ou ça va en durer plus, ou ça va en durer moins. Et puis si jamais c'était grave, et si c'était un cancer, et il faudrait que j'aille faire un examen, et quand je programme l'examen, je m'inquiète parce que je n'ai pas le résultat, et tout ça. Toutes ces choses qu'on peut produire comme ça, qui sont au fond juste des productions de pensées, d'interprétations, et puis de réactions émotionnelles en lien avec ces pensées, évidemment. Si on croit que c'est quelque chose de grave, on va s'inquiéter, on va s'angoisser, on va parfois même se terroriser tout seul avec ces pensées. On fait le scanner, tout est normal, les douleurs disparaissent, il n'y a plus rien, on est rassuré, par exemple. Puis des fois, il y a des choses plus embêtantes. Mais c'est simplement pour illustrer le fait que si l'information elle est à 3, on ne va pas dire 3, en général on va dire 7 ou 6 ou 8, ça dépend dans quelle humeur on est ou qui on est. Et la différence entre ce 7-8 que je vais dire si on me demande à combien est-ce que j'évalue ma douleur, et le 3 qui serait ce qu'on mesurait si on avait la capacité de mesurer juste l'influx nociceptif, c'est la différence entre la douleur et la souffrance, entre ce qui est de l'ordre de l'information utile et puis toute l'interprétation qu'on en fait, pas volontairement, pas consciemment non plus, et puis il n'y a rien d'anormal à ça. Moi je fais comme ça, vous faites comme ça, on fait tous comme ça, c'est notre fonctionnement normal de base. Mais ce qu'on s'est rendu compte avec l'approche de la méditation, c'est qu'il y avait des possibilités de modifier cette composante interprétative, à la fois cognitive, émotionnelle, à la fois de pensée qu'on a, et puis des émotions que ça déclenche. Et on s'est rendu compte par des tests spécifiques chez des volontaires, en faisant des stimulations douloureuses thermiques cutanées, donc des sondes qui sont un petit peu chaudes, qui font mal, mais qui sont tout à fait supportables. C'est pas de la torture, même dans ces études-là. On s'est rendu compte qu'il y avait, au travers de la pratique de la méditation, une certaine régulation des processus d'anticipation. Si c'est par exemple des études avec des douleurs qui sont répétées,
le simple fait d'avoir eu 2 fois ou 3 fois à un intervalle de temps régulier la douleur, on a tendance, pour la 4e fois, à commencer à avoir mal quelques secondes ou quelques minutes avant que ça vienne. Tous ces processus d'anticipation, je sais que je vais avoir mal, alors je commence déjà à avoir mal parce qu'autant en profiter. Ou toutes les peurs qu'on peut se faire pour un examen, une prise de sang ou une injection de quelque chose, tout le scénario qu'on est capable de se faire par anticipation et avoir déjà mal pour quelque chose qui n'est même pas encore commencé. On connaît tous ça. On est tous capables de faire ça. On n'a pas appris à l'école et pourtant on le fait très bien. Donc ce processus d'anticipation, il est modifié. De façon assez bizarre, l'expérience sensorielle, ce dont je parlais sur l'influx nociceptif, tout simplement, est augmentée la méditation. Par contre, ce qui est complètement modifié, c'est le vécu. Ce que je disais sur la souffrance, à la fois le ressenti désagréable et le vécu émotionnel. Et puis ce qui est très intéressant, c'est le retour à la normale plus rapide, la tendance habituelle que nous avons tous lorsqu'on a une information douloureuse, c'est à continuer à l'entretenir inconsciemment, involontairement, à continuer à la vivre alors qu'elle n'est plus là. De plein de façons, l'une d'entre elles, c'est d'en parler, par exemple. Alors ça libère parfois d'en parler, mais pas forcément à chaque fois, pas forcément tout le temps, pas forcément autant que ce qu'on en parle. Et aussi une meilleure habituation. Et vous voyez que ce qu'on a découvert avec ces études qui concernent spécifiquement la douleur, en fait, s'applique à toutes les circonstances de la vie. Et c'est aussi ce que disent les gens qui suivent ces programmes de méditation. C'est que quand ils sont des douloureux chroniques, au terme de ce programme, bien sûr, ça a changé leur façon de vivre les douleurs qu'ils vivent, mais en fait, ça change en général complètement leur façon de vivre leur vie en général et de se relier à eux-mêmes ou d'être en relation avec des événements parfois désagréables ou des choses qu'on n'a pas envie de vivre ou qui nous arrivent et qui sont souvent source de beaucoup de réactivité et qui, là, sont vécues de façon plus apaisée. C'est donc l'effet général que ça peut avoir. Alors, je vais vous parler un petit peu aussi de mon expérience personnelle et de ce qu'on a pu développer à Strasbourg. Je suis de Strasbourg, alors il y a d'autres choses qui se sont développées dans d'autres centres en France, mais on a aussi été un petit peu pionniers dans ces domaines-là. On a pu introduire dans le domaine du soin des propositions de ce programme de méditation pour les patients, avec une formule intéressante, proposant à la fois à des patients et des soignants dans des groupes de faire ça ensemble, permettant à tout le monde de se retrouver sur la même dimension humaine qui concerne la souffrance. Et pour les soignants, c'est intéressant aussi. Donc depuis 2010, dans un service de rhumatologie, puisque je suis rhumatologue, on a développé ça. Et puis il y a d'autres programmes qui sont développés en France. Alors je vais vous passer un tout petit reportage, mais on va voir si au point de vue son, on peut faire quelque chose qui soit assez fort. J'espère que vous l'entendez, sinon je mettrai le micro sur là-dessus. Alors c'est un reportage sur TF1, d'un passage qui s'est fait à cet hôpital. Donc voici l'antidote. Inventée il y a plus de 2000 ans en Inde, la méditation a eu le temps de prouver son efficacité. C'est peut-être une façon de lutter contre la frénésie du monde. On s'est rendu compte que la méditation avait un rôle qui diminue les effets nocifs du stress sur la santé. C'est pas de croire à devenir un adepte du soleil ou du poireau. C'est travailler sur ses émotions. Une de ces voix aujourd'hui passe par Strasbourg. Sentant le contact de l'air sur les bras et sur À première vue, ce pourrait être une séance de relaxation dans un club de quartier. dans l'eau alors qu'ils sont dans l'air. Mais nous sommes ici dans l'antre très sérieuse du centre hospitalo-universitaire. Expirer, revenir à la position. Depuis 2 ans, le docteur Jean-Gérard Bloch, rhumatologue, anime des sessions de méditation pleine conscience, discipline née aux États-Unis, débarrassée de toute dimension religieuse. Il ne s'agit pas de dormir, ni de réfléchir, De la façon la plus simple qui soit. mais respirer, ressentir, un moyen de combattre le stress. Cette année, la faculté de médecine de Strasbourg lance un diplôme universitaire de méditation. Il y a des études. Alors, bon, j'ai coupé un petit peu parce que je vais vous parler de ça, c'est pas la peine de rester sur ce reportage. Sans le casque, vous l'avez reconnu aussi, Mathieu Ricard qui était là, évidemment, avec son humour habituel.
Donc ça, c'est des programmes de soins qui sont développés. Il en existe maintenant dans beaucoup de centres hospitaliers en France, sur Paris et ailleurs, qui se développent de façon intéressante. Et puis il y a des programmes de recherche aussi. Alors, moi j'ai participé à un programme de recherche qui est en cours, qui concerne le cancer du sein, avec une étude intéressante qui propose de voir les effets bénéfiques dans le cancer du sein d'un programme combiné à la fois de méditation avec de l'activité physique, de l'activité sportive aussi sur un programme assez codifié. C'est une étude qu'on fait avec le Dr Evelyne Lansdorfer. Et puis il y a aussi d'autres études en France, dont une que je vais vous parler parce qu'elle est vraiment particulièrement intéressante. C'est une étude menée par Gaël Chetla sur la ville de Caen, qui est en fait une étude européenne avec un financement européen assez important, une collaboration avec Antoine Lutz de Lyon et puis d'autres laboratoires dans 10 pays en France, qui étudie les effets de la méditation sur le vieillissement cérébral et la prévention de la maladie d'Alzheimer. C'est une étude sur 5 ans où l'Europe a investi 7 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est une étude très ambitieuse et qui devrait donner ses résultats en 2020. Alors, le programme dont je vous ai parlé s'est développé d'abord aux États-Unis, puis ensuite un petit peu partout dans le monde, avec également une composante universitaire. Et là, je vais vous parler de ce qu'on a pu développer là aussi un petit peu de façon pionnière, et ça se réplique ailleurs en France, qui est une proposition de pratique de méditation à la formation initiale des professionnels de santé. Alors là, ça concerne les médecins, puisque depuis 2 ans maintenant, il y a à la faculté de médecine de Strasbourg un module optionnel de méditation avec 30 heures qui est proposé aux étudiants en médecine de 3e et 4e année, à la fois pour s'intéresser à la relation avec eux-mêmes dans le monde du soin et aussi la relation à l'autre, et puis un module de méditation proposé en faculté de psychologie pour le module pour le Master 2 de TCC. Les TCC, c'est les thérapies cognitives et comportementales, qui est une approche de psychothérapie qui s'est beaucoup développée ces dernières années et qui, combinée à la méditation, donne un programme spécifique pour traiter les dépressions, avec beaucoup d'efficacité de ce traitement, au point que certaines études récentes ont permis dans certains pays, par exemple la Grande-Bretagne, de décider de rembourser ce programme de méditation qui s'appelle MBCT, de méditation basée sur la pleine conscience dans les thérapies cognitives, de le rembourser au même titre que les antidépresseurs pour prévenir les rechutes dépressives. Donc c'est dans ce cadre très précis que c'est fait. Et puis je vous disais formation à l'université, mais aussi formation initiale, mais formation pour des professionnels en cours d'activité, donc plutôt formation continue des différents professionnels, où on a développé un diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences qui s'adresse à des médecins, des chercheurs, des psychologues qui ont déjà une certaine expérience de pratique. Et je vais vous faire passer quelques premières minutes d'un reportage là aussi sur ce diplôme universitaire qui attire du monde de toute la France et un petit peu plus loin encore. « 7 h du matin, au Mont-Saint-Odile. Ils sont médecins, psychologues et scientifiques, français, suisses et belges. Voilà une semaine qu'ils suivent cette formation universitaire, une découverte approfondie, pratique et théorique de la méditation dite de pleine conscience. Après que les cloches sonnent, ils vont faire l'objet de votre méditation en marchant. Cette approche, ancrée dans les traditions anciennes du bouddhisme et du yoga, est redéployée depuis 30 ans par un biologiste américain, Jon Kabat-Zinn, un des pères fondateurs de la médecine corps-esprit. Nous sommes carencés en temps de calme, de lenteur, de continuité. Une société où il y a beaucoup de stimulation, beaucoup d'agitation, pour le meilleur et pour le pire. C'est bien aussi d'avoir beaucoup d'infos, beaucoup d'images, beaucoup de musique, beaucoup de textes, beaucoup de connexions, mais parfois c'est un peu trop, surtout si on ne s'en défend pas bien.
Dimanche prochain, tous investiront une nouvelle fois le Mont-Saint-Odile pendant 5 jours pour clore ce diplôme universitaire. Alors je me demandais si c'est déjà très sombre sur un écran normal, mais là ça devait être très très sombre. Votre impression doit être assez bizarre peut-être sur ces gens étranges qui marchent tellement lentement dans la neige de nuit comme des zombies comme ça. Vu de l'extérieur, c'est très étrange, mais c'est une pratique de méditation tout à fait banale. La marche méditative ou la lenteur, qui est certes très artificielle bien sûr, il ne s'agit pas de marcher comme ça dans la vie quotidienne ou dans la rue, si ce n'est peut-être ce qu'on fait tous quand on est au supermarché en train de pousser son caddie, mais c'est le seul endroit où on a le droit de marcher si lentement. C'est une façon de rentrer plus intimement en contact avec son expérience dans le mouvement et pas seulement en statique, comme on le fait sur des mouvements de yoga, on peut le faire sur la marche. Et la marche méditative est une des pratiques que l'on développe qui est très intéressante, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, ça fait extrêmement bizarre. On a pu aussi développer un certain nombre de conférences à l'Université de Strasbourg et on a eu le privilège de recevoir et d'organiser une journée scientifique d'échange, de dialogue avec le Dalai Lama, en dialogue entre le Dalai Lama et des scientifiques de très haut niveau qui travaillent sur le vieillissement cérébral, qui travaillent sur le coma, qui travaillent sur différentes maladies. Et ça, c'était en septembre 2016. Et puis, dans la prolongation de ça, avec le doyen, le président de l'université, on a aussi reçu en novembre 2016 John Kabat-Zinn, qui est venu faire une conférence. Vous trouvez ces différentes conférences-là sur les sites, celle-là sur YouTube, par exemple, où elles sont sous John Kabat-Zinn, Université de Strasbourg. Pareil pour le Dalai Lama, sur le Facebook de l'université. On peut les revoir. Saki Santorelli est le plus proche collaborateur de John Kabat-Zinn, qui est aussi venu faire une conférence à Strasbourg avec un très bel ouvrage de Saki Santorelli que je vous cite là également, Guéris-toi toi-même, dans le cadre du soin. Alors je ne sais pas si on a le temps, je ne sais pas si vous le souhaitez, il faut que vous me le disiez un petit peu, on peut faire un petit exercice de pratique, de méditation, parce que je parle, mais de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, voilà, il y a une majorité. Ceux que ça n'intéresse pas, désolé pour vous, profitez-en pour faire ce que vous voulez pendant ce temps-là, peut-être une petite sieste, si vous avez envie. Donc il s'agit juste de quelques minutes avec la proposition déjà de regarder comment est-ce que vous vous sentez avant d'être confortablement assis. Alors, je vous propose de vous asseoir confortablement. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours se demander pourquoi vous ne l'étiez pas déjà avant. Donc, de vous asseoir confortablement. Et puis, trouvant une position confortable, je vous invite à volontairement faire ce qui est dit dans la proposition de la méditation, à volontairement porter votre attention sur ce dont vous faites l'expérience dans cet instant, à l'intérieur de vous-même. Et c'est vrai que de fermer les yeux pour ce faire, cela aide bien, mais ce n'est pas indispensable. Vous pouvez aussi les garder ouverts si vous le souhaitez. Et puis de porter aussi votre attention sur les sensations que vous avez dans toutes les zones de contact avec ce qui nous soutient. Donc, sensations dans la plante des deux pieds, contact du sol, si c'est au travers de chaussettes, chaussures diverses, sensations au niveau d'une partie des cuisses, des fesses, peut-être du bas ou du milieu du dos. Et puis ayant ainsi porté son attention sur ces sensations, simplement de porter l'attention sur ce dont vous faites l'expérience, quoi que ce soit dont il s'agit, sans décider quoi que ce soit, juste s'ouvrant, en portant volontairement son attention, volontairement, consciemment, sur ce dont vous faites l'expérience, dans cet instant, et aussi cet instant.
jamais vous aviez fermé les yeux, je vous invite à les rouvrir quand vous vous sentez prêt à le faire et reprendre contact juste avec ce qui se présente naturellement à nos yeux dès qu'on les a ouverts, ce qui est dans la salle, les autres personnes également. Et c'est peut-être l'occasion de vous demander de quoi est-ce que vous avez fait l'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, pour ceux qui se sont prêtés à cette exploration. Peut-être avec un micro, si on peut en avoir un. Quoi que ce soit dont vous ayez fait l'expérience, de toute façon, c'est juste, hein, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas faire faux avec des exercices comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à partager Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça, mais même si c'était assez vide, il y avait quand même une petite voix qui bougeait, et puis il y en avait une autre qui la rejoignait. Ok, merci. Même si c'était assez vide, il y avait quand même une petite voix qui joignait, des fois je perdais la notion de la spatialité, et des fois il y avait juste le corps, et des fois il y avait tout qui revenait, et voilà. Ok. Quand il y avait le corps, il y avait quoi de particulier ? Particulier comparé à ce que j'ai d'habitude. C'est ça ? Non ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Pas comparé, justement. J'ai remarqué que mes mains se touchaient, par exemple, et que j'étais assis. Et j'étais pas frontalement avec la réalité, il y avait quelque chose avant le dehors. Ok. Ouais, merci. Merci. Ouais, qui d'autre ? Bonsoir. Moi, c'est un peu particulier parce que justement, je n'ai pas réussi du tout à déconnecter. J'ai le bruit du rétroprojecteur qui me. J'ai regardé les autres personnes, je fermais les yeux, mais je pensais à eux qui étaient à côté. Impossible de déconnecter comme ça dans la salle. Je regardais les gens, j'étais impressionné. Il y en avait qui étaient, j'imagine, ailleurs complètement. Alors c'est intéressant ce que moi vous pas dites du parce tout. que. J'arrive pas. Alors oui, c'est pas forcément facile. Et puis tout le monde peut rencontrer ça. Puis ça peut faire peur aussi, juste de fermer les yeux. Mais quand vous dites déconnecter et ailleurs, en fait c'est peut-être juste l'inverse. On n'a pas tendance à. Ouais. C'est d'habitude qu'on est ailleurs, quand on est dans nos pensées, ou à se dire je peux pas y arriver, ou je regarde les autres comment ils font, c'est là qu'on est ailleurs. Mais on est tellement habitué à être ailleurs que ça peut être un peu bizarre de se retrouver juste ici, pleinement, maintenant, et c'est rien de plus normal que cette bizarrerie, c'est juste un manque d'habitude. Alors j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui font semblant ? Moi, Qui ont tellement vide dans la méditation, qui se mentent un peu eux-mêmes, ils sont un peu déconnectés comme moi, oui, je veux absolument, je suis dedans. Écoutez, moi je pense qu'on fait tous semblant. Comment on fait justement ça? Si c'est bénéfique, la pleine conscience, si on fait semblant? C'est des instants de présence qui, très vite, sont remplacés par des instants de distraction, de pensée, d'analyse, puis de temps en temps de nouveau un instant de présence. Et puis petit à petit, ces instants de présence, il y en a 2, il y en a 3 qui succèdent, puis ça peut durer un petit peu plus longtemps. C'est par la pratique, hein. Alors, je vous ai dit, ça s'objective un petit peu parce qu'on le voit maintenant avec l'IRM fonctionnel, mais c'est rare d'avoir l'entraînement de la méditation, d'une espèce de biofeedback avec l'IRM fonctionnel qui serait en même temps pour savoir si je me mens à moi-même. Mais en fait, ça se sent petit à petit. Hein, en développant la pratique, on se rend compte qu'on est rarement vraiment au contact des sensations. Puis c'est plutôt une progression par rapport au temps et aussi en termes d'intensité, de qualité de présence. C'est pas juste
totalement absent ou pleinement conscient, pour employer les termes. Il y a toute une gradation en termes de qualité, on est sur du qualitatif, hein, plus que sur du quantitatif, de qualité de présence. Mais de façon très banale, on le sent tous, on le sait un petit peu hein, intuitivement quand on est vraiment complètement là ou qu'on est beaucoup dans des pensées. Et donc l'ailleurs, il est plutôt à l'inverse. Et vous, par exemple, vous étiez... Moi, je suis revenu, c'est ça? Je vous regardais, je vous dis... Non. Oui, il y a des degrés divers, là aussi, fluctuants. Hein. Je ne suis pas un extraterrestre. J'ai des années de pratique, des milliers d'heures certainement, et encore beaucoup de chemin à faire pour être dans une attention volontaire, stabilisée, permanente, quand je veux, comme je veux. Non, c'est pas mon cas. Il n'y a pas de quoi être impressionné non plus. Bonsoir. Moi, quand j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à méditer, je voyais mon cœur battre et je voyais parce que j'ai des douleurs chroniques et je voyais les endroits où j'avais ces douleurs chroniques. Et à un moment donné, j'étais happée par le bruit du projecteur et j'ai essayé de m'extraire et de revenir en moi-même. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est de la méditation ou autre chose. Oui, en tout cas, je voyais mon cœur battre. Oui, c'est possible hein, de faire l'expérience comme ça, de choses qui correspondent à des images. Et on construit beaucoup de choses avec nos pensées auxquelles on attache des images. C'est ni faux ni juste, c'est l'expérience qu'on est en train de faire hein, qui est intéressante. C'est pour ça que je disais on ne peut pas se tromper. Quoi que ce soit que vous ayez fait, c'est vrai que c'est plus facile de tourner son attention vers l'intérieur, les yeux fermés. Certains y arrivent peut-être mieux les yeux ouverts, mais dès qu'on est préoccupé par des pensées ou capté à s'occuper de ce qui se passe, on n'est plus au contact de la même façon avec soi-même. On est dans une relation à soi-même qui est différente. Et ce qui se développe avec la pratique de la méditation, c'est une façon de se relier à soi-même qui est en lien avec cette pratique et qui permet d'être plus incarné, d'habiter plus son corps et petit à petit d'être un petit peu plus souvent dans l'instant présent. Mais pas de façon magique, comme ça, permanente, stabilisée, en tous les cas, pas dans mon expérience. Moi j'étais ce matin par hasard à une séance de sophrologie et je voudrais savoir, j'arrive pas à savoir la différence entre la sophrologie et la méditation. Alors, c'est une question qui peut intéresser beaucoup d'entre vous, peut-être. Il y a des sources communes. Hein. La sophrologie, elle est née du docteur Caicedo, qui s'est inspiré beaucoup des sources des traditions méditatives, et puis qui a développé une approche qui a plus une certaine orientation de séances, effectivement, sophroniques, de relaxation, avec des visualisations, avec des intentions particulières. La pratique de la méditation est probablement plus vaste dans le champ de ce qui est proposé, avec des centaines de pratiques de méditation, et puis des modalités qui sont un petit peu différentes. Comme vous avez vu, ce que je vous ai proposé n'avait pas d'instruction spéciale, à part un petit début où je vous ai proposé d'être confortable et puis de sentir les zones de contact. Pour le reste, je vous ai proposé juste d'aller essayer de voir, explorer de quoi vous faites l'expérience. Et peut-être certains d'entre vous se sont sentis détendus, et peut-être d'autres se sont sentis tendus, peut-être qu'il y avait des douleurs qui apparaissaient, s'il y a des douleurs qui étaient là. Et dans tous les cas, c'est comment est-ce que je me relie à ce qui est là au moment où ça se passe. La difficulté, c'est que... Oui, ça peut être la respiration. La difficulté, c'est que si vous avez déjà fait des séances d'hypnose ou si vous avez déjà fait des séances de sophrologie, ben vous avez installé une modalité dont vous avez en quelque sorte l'habitude. Et quelques éléments de départ qui peuvent se ressembler, comme une induction sophronique ou une induction hypnotique, qui sont des éléments de départ qui se ressemblent, vous font simplement démarrer votre séance comme vous le faites d'habitude et plus faire ce qu'on essaye de faire avec la méditation et qui diffère radicalement de la sophrologie et de l'hypnose, qui est de développer la qualité de présence consciente et volontaire. Cet aspect conscient et volontaire sont deux choses qui sont au contraire abandonnées dans l'hypnose. On lâche, et dans la sophrologie, on lâche l'aspect conscient et on lâche l'aspect volontaire, avec effectivement une apparence de début qui peut avoir des correspondances.
Mais c'est des modalités de fonctionnement de l'ensemble corps-esprit qui peuvent avoir des ressemblances, mais qui sont différentes. Est-ce que ça répond à votre question? Sauf que forcément, c'est très difficile de ne pas faire ce que vous avez pris l'habitude de faire, voilà. Bien sûr. Aussitôt, j'ai mis en place une respiration bien sûr. Consciente. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a cette habituation qui s'est mise en place avec des séances déjà faites. C'est normal. Hein? Ok. Ok, merci. D'autres expériences sur le même... encore une? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, moi j'avais été permise de me mettre à l'aise parce que j'ai des pisserées dans les chaussures. Et la première chose qui est venue tout de suite, c'est l'espèce de génie criquet de ma propre voix que vous aviez évoqué, en disant bon, donc comment faire pour disparaître. Après, ce que j'ai ressenti grâce à votre induction, c'était de se dire la sensation de chaleur au niveau des points de contact du corps. Enfin, et puis après, cette espèce de bien-être vaporeux, je ne sais pas comment dire, d'espace. Voilà. Puis à nouveau une distraction. Et effectivement, le moyen pour moi d'essayer de me recentrer ou de revenir, c'était la respiration. Donc en fait, c'est une espèce de mouvement. Ok. La terminologie induction n'est pas adaptée, parce qu'il ne s'agit pas d'induction magnétique, mais c'est plutôt des instructions, des propositions. Et moi, je n'ai pas parlé de chaleur. Hein. Non, mais de propositions sur des sensations. Voilà, ouais, bien sûr. Et c'est là où il y a cette possibilité d'avoir l'impression qu'il y a des similitudes, effectivement, parce qu'il y a des propositions, ce que ça ressemble à de l'induction, ça n'est pas censé l'être, mais parfois, selon les façons de transmettre ou de guider, ça peut se retrouver assez similaire. Ok, merci. Alors, on va poursuivre. On est presque à la fin de mon propos, et puis il y a d'autres questions aussi qui peuvent être évoquées de façon plus générale sur tout ce que je vous ai dit. Mais l'instant présent, c'est un peu une dimension cachée pour la plupart d'entre nous dans la vie quotidienne. Comment ça se passe quand on va qu'à nos occupations habituelles? De quoi est fait le champ mental toute la journée? La plupart du temps, on se préoccupe de qu'est-ce qui s'est passé avant, et qu'est-ce que j'ai dit à un tel, et qu'est-ce que j'ai pas dit, et qu'est-ce que j'aurais dû faire. Ça occupe une grande partie de notre champ mental. Et l'autre partie, c'est qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, et qu'est-ce que je vais faire à manger, comment je vais faire les courses, et qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais rencontrer telle personne, et comment je peux faire en sorte que ça se passe comme je veux que ça se passe et pas comme je veux pas que ça se passe. Une espèce de tentative de contrôler des choses dont chaque fois que ça arrive, on se rend compte que c'est incontrôlable, mais ça n'empêche, on continue à essayer de contrôler. Et donc il n'y a pas beaucoup d'espace mental disponible dans notre attention pour l'instant présent. Et puis comme on le disait avant, les rares fois où on est effectivement dans l'instant présent, assez souvent, pas toujours, ça peut partir sur des commentaires. Et en fait, le seul moment où on est vraiment, vraiment vivant, c'est juste dans l'instant présent. Alors, on est sur une thématique où on parle de la méditation dans le monde du soin. La douleur, c'est une composante très importante. Et qu'est-ce qu'on propose avec la méditation? Quand je vous dis essayer de développer la capacité à faire l'expérience de ce qui est tel que c'est, allez donc dire à quelqu'un qui a des douleurs chroniques ou des douleurs intenses qui ne sont pas toutes soulagées par toutes les approches, qu'elles soient médicamenteuses ou autres, et qui se retrouvent avec des douleurs résiduelles, ce que moi je vous propose, c'est d'aller au contact de la douleur. C'est totalement contre-intuitif, c'est pas ce qu'on a envie de faire, c'est pas ce qu'on va avoir tendance à faire. L'hypnose, par exemple, dont on parlait, ou la sophrologie, en fait, c'est des approches qui essaient de distraire efficacement, avec des protocoles qui peuvent être inconscients, mais la distraction, on connaît tous son efficacité. Si vous allez au cinéma avec un mal de tête terrible et puis que le film est bon, à partir du début du film, vous n'avez plus mal à la tête. Le générique de fin arrive, hop, la mal à la tête revient. C'est
méthode de distraction. Et l'hypnose utilise ces approches-là. Là, ce qu'on propose avec la méditation, c'est juste l'inverse. C'est de dire, allez donc au contact de la douleur. Alors, encore une fois, ça ne se fait pas tout de suite, ça ne se fait pas d'emblée, ça demande un certain apprentissage pour pouvoir le faire, mais ça se révèle très très efficace pour petit à petit se rendre compte de toutes ces composantes dont je vous avais parlé, qui sont ce qu'on rajoute, toutes ces pensées, toutes ces émotions qui en découlent, pour se rendre compte qu'en fait la douleur elle est profondément changeante d'un instant à l'autre, qu'elle a des composantes caractéristiques qui sont réparties de façon variable dans l'espace considéré qui est le siège de douleur, toutes choses qui peuvent être explorées aussi par d'autres approches, mais qui, au travers de la pratique de la méditation, permettent d'approcher ça avec le moins de jugement possible, et donc de transformer non pas la douleur elle-même, mais la relation que j'ai avec la douleur, et petit à petit s'installe une possibilité de l'inscrire de façon plus vaste dans l'ensemble de ce qu'est mon expérience de vie et de diminuer cette tendance qu'en général ont les douleurs chroniques d'envahir tout l'espace mental et de faire que la vie ne se réduit plus qu'à ça. Il peut y avoir de la douleur, elle peut être là, elle fait partie d'un ensemble et se sentir plus vaste. Et ça ne se décrète pas comme ça, c'est une très belle idée quand je vous l'ai dit comme ça. C'est pas parce que je trouve que c'est une belle idée que au moment où j'ai des douleurs, ça va faire de l'effet. Ce qui fait de l'effet, c'est d'avoir développé par la pratique et l'entraînement petit à petit des façons de pouvoir être moins influencé par ces pensées, ces automatismes. Et donc c'est une façon d'apprendre à vivre avec de façon différente. Je vous disais déjà que l'attention est quelque chose qui est peu abordé dans l'éducation, soit en famille, soit à l'école, soit à l'université. Ça change énormément aujourd'hui. On voit non pas la méditation, parce qu'à mon sens, ce n'est pas vraiment de la méditation qu'on propose correctement à l'école. Hein. C'est plutôt un apprentissage et une éducation attentionnelle et une éducation émotionnelle. Et ça, c'est immense, c'est précieux, hein, si on peut développer ça pour les enfants dès le plus jeune âge. Je vous ai déjà dit aussi, mais j'insiste avec cette conclusion, qu'on est programmé en quelque sorte, on est câblé pour être avide de distraction, pour être des experts de l'inattention. Et donc il y a tout intérêt à rééquilibrer les choses dans ce domaine. Et nos sources de distraction attentionnelle, elles sont très nombreuses. Évidemment, on se reconnaît, chacun d'entre nous. Et ces ressources attentionnelles, elles ne sont pas immenses, hein, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Dans un instant donné, on sait, les neurosciences nous permettent de savoir ça, qu'on peut s'informer de 5 plus ou moins 2 informations dans un instant. Hein, donc c'est des ressources attentionnelles qu'on a tous, et vous voyez à quel point les médias au sens très large sont des machines à capter notre attention en permanence. C'est comme si c'était quasiment la marchandise qui les intéresse, hein, notre ressource attentionnelle. Il y a probablement besoin aujourd'hui dans nos sociétés d'une vraie réflexion par rapport à cette colonisation attentionnelle, pas toujours intentionnelle, mais parfois intentionnelle, de différents systèmes, médias de toutes sortes, et ça peut être aussi bien les télés, les radios, que aussi les réseaux sociaux et tous ces systèmes-là, et donc réfléchir à une sorte d'écologie de l'esprit. Alors j'aimerais vous parler d'un champ qui couvre aussi un petit peu la médecine, c'est le champ du politique, parce que je fais partie d'un groupe qui est l'initiative Mindfulness France, qui s'est développé récemment et qui se propose de permettre à nos parlementaires, nos députés, de faire l'expérience de la méditation pour voir comment il peut y avoir des applications de la méditation, à la fois à titre personnel, bien sûr, pour une certaine façon de déployer l'activité politique, mais aussi comment ça peut impacter des décisions de politique publique
C'est une initiative qui s'est déjà passée en Grande-Bretagne où de façon transpartisane, il y a un certain nombre de députés qui ont suivi ce même programme MBSR dont je vous parlais et qui ont fait des rapports au travers de commissions parlementaires sur les domaines d'activité dans la société qui sont la santé, l'éducation, la justice et le monde de l'entreprise où ça peut être intéressant de développer des choses en lien avec la méditation. C'est un petit peu sur le même modèle et en ce moment, on est en train, avec une équipe, de proposer aux députés de l'Assemblée nationale, à certains volontaires parmi eux, mais c'est un début d'initiative, de suivre ce programme de méditation. Et vous trouvez sur le site que je vous ai mis là un rapport qui a été fait par ce groupe, Initiative Mindfulness France, sur un petit peu une photographie de ce qui existe déjà, même si elle n'est pas totalement exhaustive, de propositions de méditation dans ces 4 mêmes domaines, dans le monde de la santé, de l'éducation, de l'entreprise et de la justice. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter ce rapport qui est sur ce site. Et puis j'ai le plaisir aussi de vous parler, puisque je suis là, d'une première qu'il va y avoir à Strasbourg en fin juin 2018, donc 29, 30 juin et 1er juillet, des premières rencontres internationales sciences, art, méditation, qui vont combiner au travers de performances artistiques d'artistes de grand niveau qui méditent, une déclinaison de ce que la méditation peut aussi apporter dans la société. Donc si ça vous intéresse, il y a un site qui est sam-2018.com et il y a des méditants prestigieux. Les parrains de cet événement sont John Kabat-Zinn, dont je vous ai parlé, qui sera là, qui viendra. Du côté artistique, une très grande danseuse mondialement connue qui est Sylvie Guillem. Mathieu Ricard sera là aussi avec des présentations, entre autres composantes artistiques de photos qu'il a fait dans l'Everest. Et voilà une de ces photos. Alors je ne sais pas ce que ça va. Oui, c'est sombre, mais bon, un coucher de soleil, ça va. Et je voudrais clore avec cette citation de Blaise Pascal, qui n'est pas connu pour être un méditant, qui n'est pas asiatique non plus, mais qui écrit « Tous les problèmes de l'homme viennent de ce qu'il ne sait pas, rester seul, à ne rien faire dans une pièce. » Et voilà, c'était intéressant aussi de voir ça. Moi, je travaille et je propose les choses à Strasbourg de différentes formules avec un institut qui est l'Institut IFPCM, Pleine Conscience Mindfulness, et il existe un organisme qui est l'ADM, qui s'occupe un petit peu de former les instructeurs de méditation. Si ça vous intéresse, je vous dirai ce qu'est la formation de méditation dans le cadre de ces protocoles MBSR, qui est assez exigeante, assez codifiée. Et vous avez là le site de l'ADM, association-mindfulness.org, et puis ce que j'organise avec l'organisme IFPCM, qui fait les choses à l'hôpital, à l'université, et proposé à tout public aussi. Voilà, je vous remercie en tous les cas de votre attention. Et et puis je vous propose aussi, si vous le souhaitez, ou s'il y a des questions, ou si on a déjà eu un petit peu, mais oui. Merci. Pour votre clair, je voulais savoir s'il y avait 3 petites questions. Un DU en région parisienne, Strasbourg c'est très beau, mais c'est loin de la région parisienne, même si le monde entier vient chez vous. Non, pas le monde entier. La deuxième, c'était de savoir si vous-même vous avez fait des travaux, ou si vous connaissez des travaux qui ont été faits d'études entre l'apport de la méditation à des choses autour de la psychothérapie. Je sais que Fabrice Midal fait un groupe de réflexion autour de ça, par exemple. Est-ce que voilà, quelque chose qui vous intéresse? Et puis les autres questions, j'ai oublié. D'accord. Alors sur la première question, effectivement, le diplôme universitaire médecine, méditation, neurosciences à Strasbourg est le premier depuis 2012. Et tous les ans, il est sur un format, j'en ai pas parlé plus, mais c'est 2 fois une semaine pleine qui se passe au Mont-Saint-Odile. Et il y a des gens qui peuvent venir de loin grâce à ce format, justement, et de toute la France. Et puis, depuis aussi partie de cela, et des gens qui ont participé, se sont développés d'autres DU qui ne sont pas forcément avec le même format et le même contenu, qui sont apparus ces 2-3 dernières années, qui sont récents,
Il y en a un qui est pour tout soignant à Paris, qui est organisé par le professeur Corinne Isner-Banis à la Pitié-Salpêtrière, qui est professeur de néphrologie, et qui est une proposition qui est sur Paris. Ça, c'est le seul sur Paris. Il y en a un qui s'est créé à Nice l'année dernière, à Marseille, à Toulouse. Il y en a probablement un qui va se créer l'année prochaine à Lyon. Voilà, sur des DU qui sont un petit peu avec la même structure de s'adresser à des professionnels de santé avec une intention de formation professionnelle continue. Sur la psychothérapie, il y a énormément de choses, je n'ai pas beaucoup développé ça, mais il y a tout le champ par lequel les approches de thérapie cognitive et comportementale, qui est une approche de psychothérapie, se sont intéressés à la pleine conscience, à la mindfulness à partir des années 2000, avec 3 psychiatres, 2 Anglais, un Canadien, qui ont vu que les premiers travaux qui essayaient de regarder sur des groupes de pathologies de toutes catégories regardaient les caractères d'effets sur l'anxiété, d'effets sur la dépression, mais sans que ce soit des pathologies psychologiques ou psychiatriques, et voyaient qu'il y avait des effets intéressants, et qui sont cherchés à voir s'il était possible de faire une prévention des rechutes dépressives chez les dépressifs chroniques, lorsqu'ils ont déjà fait 2 épisodes dépressifs. Et ça a été le démarrage de l'approche non plus MBSR, mais MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, qui est à la fois une composition, on va dire à 90% du programme MBSR lui-même, avec des apports issus des thérapies cognitives et comportementales, et en particulier de la 3e vague. À part ça, il y a d'autres approches de psychothérapie dans lesquelles il existe des composantes de méditation. Donc ce n'est pas forcément la totalité. Il y a DBT, il y a ACT, il y a certains protocoles qui sont proposés spécifiquement pour les addictions, le protocole de Marla. Il y a pas mal de choses dans le domaine de la psychothérapie, déjà depuis une vingtaine d'années, avec des publications de très très bonne qualité, et un champ nouveau qui s'ouvre pour des pathologies psychiatriques plus graves, avec des psychoses, avec des syndromes borderline, avec des schizophrénies, avec des troubles bipolaires majeurs, où il y a des équipes qui commencent à regarder qu'est-ce que la méditation pourrait apporter, et puis quels sont les protocoles à faire, parce qu'on ne peut pas dire la méditation ou la pleine conscience de façon large, mais il faut vraiment comprendre quels sont les protocoles, quel est leur contenu, en gros, quel est le médicament, quelle est la dose. Quand on est dans le cadre d'une intervention thérapeutique, avec les exigences d'une intervention thérapeutique, on ne peut pas dire la pleine conscience. Il faut savoir combien d'heures, quels exercices sont faits, à quoi ça correspond. Et justement, pour les programmes MBSR et MBCT, c'est très bien codifié, avec des travaux qui ont été faits pour voir comment on peut vérifier que le contenu de ce qui est proposé aux gens est effectivement respecté, quel est ce contenu, et aussi un élément très important, quelle est la formation des gens qui proposent ces groupes dans un cadre thérapeutique, parce que je vous disais, la formation est exigeante. Le diplôme universitaire médecine, méditation et neurosciences dont on a parlé, il n'est pas fait pour former des instructeurs de méditation. La formation d'instructeurs de méditation et le programme MBSR et MBCT comporte un cursus qui a plus d'exigences et qui est encore différent de ça. Voilà, je pourrais vous parler plus longtemps du champ de la psychothérapie. Fabrice Midal, que je connais bien aussi, s'y intéresse, lui, par une approche qui est non médicale, puisqu'il n'a pas de connaissances médicales. C'est un grand méditant et c'est un philosophe. Et bon, il y a une approche du fonctionnement de l'esprit et de la psychologie qui est très développée dans les approches de la méditation bouddhiste. Ces composantes-là sont intéressantes à confronter aux visions de la psychologie occidentale. Les thérapies cognitives et comportementales ont une approche qui est très cognitive et comportementale, où le rôle de la pensée et du langage est important, qui est une approche profondément duelle, où il y a une différence avec des approches de tradition méditative où les propositions qui sont faites sont volontiers plutôt non-duelles et où il y a, en termes de cartographie, de compréhension et de description du fonctionnement de l'esprit, de la psyché, certains paradigmes qui ne sont pas les mêmes que celui que nous avons dans notre psychologie occidentale, qu'elle soit sur des bases psychanalytiques ou sur des bases d'approches comportementalistes. Dans la psychologie issue des traditions méditatives et du bouddhisme, il y a
en particulier le paradigme de l'interrelation de tout ce qui existe, et en particulier du sujet et de l'objet, donc de l'observateur et de la chose observée, qui considère que tout ce dont on fait l'expérience est une sorte de coémergence combinée entre le sujet et l'objet. Donc c'est difficile de pouvoir rentrer dans des confrontations ou comparaisons de champs qui ne sont pas les mêmes. Ça dépend un peu quelle est la porte d'entrée, quelle grille d'analyse on utilise, mais c'est très très riche de découvertes et d'évolutions probables sur les années à venir. Justement, ces façons de voir les choses combinées différentes. Mais l'un des dogmes de la santé, de la médecine et du développement technologique, de cette séparation du corps et de l'esprit, qui commence à être remise en cause déjà avec les courants de la psychosomatique, mais qui dit psychosomatique considère encore que ce sont deux domaines, la psyché et le corps, qui s'influencent l'un l'autre, mais qui seraient séparés, ou bien une considération qu'ils sont tous les deux les manifestations d'une même entité commune. Donc voilà, il y a tout un tas de choses très enthousiasmantes qui s'ouvrent aujourd'hui avec la méditation et qui peuvent concerner aussi bien des sciences dures que des sciences molles, la psychologie ou la philosophie des sciences ou l'épistémologie ou la neurophénoménologie qui est une approche occidentale aussi. Merci. Une petite question peut amener beaucoup de développement. Bonsoir. Moi, ça fait pas longtemps que je suis intéressée par la méditation, mais quand vous parlez de mindfulness, je pense que c'est surtout sur rester sur l'instant présent, mais il m'est déjà arrivé de commencer comme ça et à un moment donné partir complètement et puis de me retrouver, je ne sais pas, 20 minutes après à me sentir d'une légèreté incroyable. Donc c'est un peu ça qui m'a fait m'intéresser davantage pour la méditation. Mais la rêverie, c'est quelque chose qui peut être très détendant. Hein. Et ce que vous décrivez, c'est comment le fait d'être, de débuter, puis d'être en quelque sorte présent, et de constater que c'est juste le fait de quelques instants, et qu'ensuite ça part sur autre chose. Vous n'êtes pas, en tous les cas, avec une qualité de présence attentive, consciente, volontaire, et puis que ça dure 20 minutes, vous êtes en train de dire, bah, ce temps de 20 minutes, j'en ai tiré un bénéfice, et je me suis senti plus détendu, et très bien. Vous avez en quelque sorte fait, sans le savoir, de la relaxation. Et c'est très bien. Mais c'est pas du tout la même chose. Mais c'est pas exactement la même chose, parce qu'il n'y a plus cette composante de présence consciente, volontaire. Et c'est pas pour autant que ce serait bien ou mal. Donc ça veut dire que c'est un élément principal pour... C'est l'élément fondamental de base. Sans celui-là, le reste qui existe aussi n'est pas possible. D'autres choses peuvent encore se déployer au travers de la pratique de la méditation, mais ça c'est vraiment un élément de base qui est nécessaire. Et c'est tout à fait normal, hein, comme je vous le disais, on est tellement habitué, tellement entraîné à se laisser distraire que quand on commence à se poser, à essayer d'être attentif à l'instant, les deux modalités qu'a notre esprit, notre cerveau, de faire face à ce dont il n'a pas l'habitude et qu'il considère comme bizarre ou dangereux, c'est soit de s'agiter, et alors l'agitation elle peut être mentale, plein de pensées, de questions, mais à quoi ça sert, mais je ne suis pas fait pour ça, mais je ne peux pas, ou bien elle peut être physique, de pas se sentir bien, d'avoir envie de bouger, d'avoir des irritations, des démangeaisons, une combinaison des deux, ça c'est un registre. L'autre registre, c'est de basculer dans la torpeur ou la douce rêverie, hein, ce que vous décrivez un petit peu. C'est pas bien ou mal, hein, peut-être que vous vous trouvez très bien avec ce temps où vous n'êtes pas préoccupé, vous êtes en train de vous relaxer, et c'est très bien. Simplement, c'est pas la pratique méditative elle-même qui vise à petit à petit, avec l'entraînement, ne basculer ni dans l'un ni dans l'autre pour conserver une attention stabilisée, d'abord possiblement focalisée sur quelque chose, les sensations dans le corps, la respiration,
des sons. Hein, ça peut très bien être une pratique de méditation, puisqu'on a la chance d'avoir le ventilateur d'un projecteur, elle va porter son attention là-dessus et d'essayer de rester dessus. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de rester dessus que quand on a envie de rester sur autre chose et qui vient vous gêner. C'est pas du tout le même mécanisme. Et ça, c'est un mode de pratique d'entraînement de l'attention, et puis l'autre mode de pratique principale, et ce n'est pas les seuls, c'est d'avoir une attention ouverte, sans aucun objet particulier sur quoi concentrer et stabiliser son attention, mais ouvert à tout ce qui se présente, avec le flot perpétuellement changeant de ce qui se présente. Voilà, mais ça c'est facile à dire, encore une fois, et c'est assez vite dit. Ensuite, la pratique, c'est avec la pratique que ça se développe. Merci. Ouais, merci beaucoup. Oui, bonsoir. J'ai entendu parler de pratiques que j'avais essayé d'ailleurs, où on méditait pas seulement assis sur une chaise en fermant les yeux, mais dans la vie courante, pendant des actions, on pouvait le faire comme éplucher des carottes, ou conduire, ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Est-ce que c'est vraiment possible? Alors, je ne vous ai pas déployé tout l'ensemble des choses, mais ça fait intrinsèquement partie du programme MBSR dont je vous ai parlé, où effectivement, il est proposé 2 types de pratiques de méditation, les unes qu'on appelle formelles, qui se font avec un guidage de quelqu'un qui guide, et puis qui peut se faire assis, couché. Le body scan, c'est une façon d'explorer les sensations dans le corps de façon systématique, ou qui peuvent se faire pas seulement en statique, mais aussi en mouvement, avec les mouvements de yoga ou en marchant. Et puis une autre catégorie qui sont proposées, qui sont des méditations informelles, ce que vous évoquez là, c'est-à-dire des propositions d'appliquer cette tentative de porter une présence attentive, sans jugement, à ce qu'on est en train de vivre dans des éléments de la vie quotidienne. Et ça peut être sur des routines, comme par exemple prendre sa douche, ou bien sur son trajet de voiture, et puis après, au fur et à mesure de la progression, je vous disais que c'était un programme avec une pédagogie progressive, où chaque séance se construit sur les acquis de la précédente. On étudie petit à petit comment fonctionne le stress dans son propre vécu, et puis comment, dans des situations vécues de stress dans la vie quotidienne, on peut commencer à apporter cette même qualité de présence attentive, faire une petite pause, se servir de sa respiration, commencer à stabiliser les choses. Donc il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé, et merci de l'avoir évoqué. Ces pratiques informelles en font complètement partie. Ils sont effectivement une composante très importante. Mais je l'ai dit, c'est un petit peu, hein, si la méditation était vue comme une façon de s'extraire du monde, de se ressourcer, et puis ensuite de retourner à tout ce que le chaos du monde, pour ne pas dire les choses autrement, ça n'aurait pas le même sens que si c'était une déclinaison totalement entremêlée entre des pratiques formelles et puis la vie quotidienne, pour que ça s'instille petit à petit dans une façon de vivre sa vie quotidienne de façon peut-être plus apaisée, plus sage, plus lucide. Il y a un proverbe japonais qui illustre bien ce lâcher prise, qui est se laisser aller au fil de l'eau comme une calebasse. Oui, magnifique, c'est vrai. Ouais. Vous avez évoqué tout à l'heure une recherche européenne sur la maladie d'Alzheimer. Comment s'applique la méthode de pleine conscience par rapport à des gens qui perdent conscience quelque part? Oui. Alors c'est une très très bonne question, parce que c'est vrai que quand il y a des capacités soit de mémorisation, soit d'attention, qui sont perturbées parce que c'est des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, c'est trop tard. C'est pas ça qui est proposé en tous les cas. Ce qui est étudié, c'est de quelle façon est-ce que ça peut prévenir l'apparition de la maladie d'Alzheimer, et comment ça peut être une bonne prévention du vieillissement cérébral perturbé, pour essayer de développer des moyens de s'orienter vers un vieillissement cérébral sain. Vieillir, ça fait partie du fonctionnement normal des individus, mais on peut vieillir de façon très perturbée, ou on peut vieillir de façon équilibrée. Et pour les autres maladies neuroévolutives, qu'est-ce que propose la méthode? Rien de spécial qui soit orienté vers les symptômes de la maladie. Les possibilités qui existent sont extrêmement conditionnées par ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce qui reste comme capacité cognitive, capacité de se concentrer, ou capacité de mémoriser, par exemple.
Et donc, comme elles sont recrutées, certes entraînées, mais elles sont recrutées aussi pour pouvoir développer l'approche de la méditation. Si elles sont trop perturbées, ça rend difficile de faire des choses avec la méditation. En revanche, si elles ne sont pas trop perturbées, de la même façon que n'importe quelle autre maladie, ça aide certainement sur la façon de vivre ce qu'on est en train de vivre. Je disais ça pour les douleurs, mais ça peut s'appliquer là aussi. Ça peut s'appliquer pour un handicap, qu'il soit physique ou mental. Comment est-ce que je rentre en relation avec moi-même et avec ce qui m'arrive, et puis avec la vie et les autres quand j'ai ça? Est-ce que je suis dans la lutte en permanence, ce qui a tendance à rendre les choses en général beaucoup plus difficiles, ou est-ce que je suis dans une acceptation qui permet de me tourner vers une façon de vivre apaisée avec ce qui est là? Donc c'est plus sur ce registre, à condition qu'il y ait encore des capacités cognitives suffisantes, que la méditation peut apporter quelque chose. Mais il y a beaucoup de travaux à faire pour pouvoir systématiser ça et imaginer le proposer comme des interventions de soins. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Okay. D'autres questions? Juste une petite question. Je ne comprends pas pourquoi la méditation est associée au bouddhisme, alors que la méditation se pratique aussi, par exemple, dans le Qigong, le Tai Chi, avec le taoïsme, le Confucius, etc. Et que je ne vois pas pourquoi ce rapport absolu. Alors, vous avez tout à fait raison, hein, il n'est pas exclusif, et j'ai vraiment pris la précaution au début de dire qu'on retrouve des méditations dans plein de traditions, qu'elles soient orientales. On retrouve dans le yoga des tas de choses qui sont tout à fait du même genre. On retrouve dans les approches du Qigong, du Tai Chi, des composantes qui sont les mêmes. Je parle de celle-là, et on en parle peut-être plus. Alors, moi, je parle de celle-là parce que je la connais. Ça me permet d'en parler. Je ne la connais pas seulement théoriquement, mais d'expérience vécue. Et je trouve que c'est important. Mais aussi parce que, peut-être du fait du hasard, ou du fait de certaines personnes, ou du fait de John Kabat-Zinn dont je vous parlais, il y a eu des codifications, des travaux scientifiques, des choses qui montrent que. Et donc à partir de là, se sont développés des protocoles. Mais le Qigong, par exemple, est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les approches de thérapie complémentaire dans les hôpitaux et dans les soins, et qui présente un intérêt énorme, le yoga avec la yoga-thérapie. Donc voilà, il y a probablement des effets de mode, mais c'est pas pour dire que ça détient une vérité et que en dehors de cela, il n'y aurait que des choses fausses. Je pense que c'est vraiment des composantes communes qui se déclinent avec des façons de les proposer qui sont différentes. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Plus de questions? On peut s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup, Jean-Gérard. Merci beaucoup.